L'inconscient. C'est un concept que tout le monde a un jour mentionné dans une discussion, mais je me suis rendu compte que très peu connaissaient sa véritable signification ou encore ses fonctions. Et c'est ballot parce que c'est quand même lui qui est aux manettes de près de 95% de nos comportements et décisions. Alors aujourd'hui, on va interroger Monsieur l'inconscient. On va lui demander de décliner son identité, de nous livrer tout ce qu'il sait de nous et comment il se manifeste dans nos quotidiens. Et on va également voir dans quelle mesure il est possible d'apprendre à collaborer avec lui en bonne intelligence. Allez, c'est parti pour l'épisode 6. Salut et bienvenue, je suis Anissa Ali et je suis psychopraticienne. Dans ta Freud Zone, je parle de relations et de nature humaine. Je décrypte pas à pas nos comportements dans une approche ludique et sans bullshit. Enfin, j'espère. Mon métier consiste à aider ceux qui le souhaitent à évoluer vers leurs objectifs de développement relationnel ou personnel. En gros, je t'accompagne dès lors que quelque chose te freine, ou nuit à ton harmonie ou à ta réalisation. Ou encore, si tu cherches à avoir de nouveaux déclics pour passer un cap fondateur dans ta vie. Alors qu'on soit bien clair, je ne suis ni gourou, ni psy. Bon. J'espère surtout que tu prendras plaisir à écouter cet épisode. Alors je te souhaite une bien agréable écoute, bien dans ta bulle. Oui, bonjour monsieur, veuillez décliner votre identité, votre âge, lieu de domicile et profession. Oui, on m'appelle l'inconscient. Je nais entre 1 et 3 ans dans l'esprit des individus. Je suis sans domicile fixe, puisque je vis un peu dans le mental, dans les neurones, un peu dans l'hypothalamus. Ah oui, d'accord. Et je fais quelques petites apparitions parfois dans les rêves des gens. Et ma profession, eh bien, j'en ai plusieurs. Okay. Je suis ce qu'on appelle un slasher, car je suis à la fois bibliothécaire, informaticien et garde du corps. L'inconscient, il est notre partenaire le plus précieux et le plus secret. Lui ne dort jamais et fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et il enregistrerait même plus de 400 000 informations à la seconde. Aucun répit, le lascar. Les neuroscientifiques ont réalisé des études qui démontrent que seulement environ 5% de nos activités cognitives sont conscientes. Là, on parle de nos décisions, nos émotions, nos actions, nos différents comportements. Tandis que les 95% restants sont générés dans l'inconscient. Mais du coup, le nombre de processus qui se font de manière inconsciente est juste démesurément gigantesque. Vous êtes donc bibliothécaire et informaticien que vous me dites. C'est exact. J'accumule tout depuis votre plus jeune âge. Les émotions, les sons, les peurs, les doutes, les odeurs, les envies, des blocages, des schémas de pensée, des croyances, des certitudes, des impressions, des conditionnements que vous avez eus. Je suis une véritable bibliothèque où sont stockées absolument toutes les expériences passées depuis votre petite enfance. Ben voyons. Mon job, c'est de contenir la mémoire de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, même de ce que vous croyez avoir oublié. Mémoire générationnelle et héréditaire, inconscient collectif, mémoire prénatale aussi. Je suis le véritable disque dur de tous vos comportements. Et son rôle premier est de nous maintenir en vie, parce qu'il active à chaque seconde toutes nos fonctions vitales. La respiration, les battements du cœur, le système immunitaire, notre digestion, l'irrigation du cerveau et de nos cellules, etc. Il agit sur notre corps de manière complètement autonome et automatique, puisqu'il est un peu comme un programme informatique qui détermine des milliards de sous-programmes et qui donne des comportements particuliers, et tout ça de manière précalculée. Par exemple, il pilote tous les actes volontaires. Manger, boire, marcher, se tenir debout, utiliser nos bras, parler, effectuer différentes actions en simultané, comme par exemple m'écouter en mangeant tout en écrivant un texto et en regardant la télé. Il contrôle aussi tous nos comportements automatiques, nos réactions face à certaines personnes, nos réactions face à l'expression en public, nos réactions de stress face aux différentes situations de la vie. Et il contrôle aussi nos émotions.
Donc nos choix de relations, nos affinités, nos comportements face à la solitude, nos manières de penser, nos croyances, ou encore notre optimisme ou notre pessimisme, mais aussi nos comportements d'indécision. Bien, alors vous êtes aussi bodyguard, garde du corps que vous me dites. Tiens donc, sortez votre carte professionnelle s'il vous plaît. Tout à fait, j'assure votre protection. Non seulement je vous maintiens en vie, mais je vous protège aussi psychiquement. En gros, je chasse et j'archive les émotions les plus douloureuses, Ah oui d'accord. les images, les pensées et les émois trop perturbants pour vous. Je chasse et je refoule tous les indésirables, direct. Ok. Souvenirs désagréables, expériences traumatiques, pulsions inavouables, ce que vous n'exprimez pas, ce que vous n'osez pas dire, ce que vous n'osez pas faire, alors que vous en mourrez d'envie. En bref, tout ce que vous réprimez, tout ce que vous étouffez et tout ce que vous mettez sous le tapis. Vous savez, tout ce que vous rangez dans un petit coffre-fort secret bien au fond de vous. L'inconscient, le bienveillant. Il fait tout comme tu as appris depuis que tu es petit. Et il s'adapte en continu tout au long de ta vie. Quand tu vis des traumatismes, des épreuves, des peines de cœur, des déchirements personnels. Et il s'adapte et il apporte des réponses automatiques de protection. Et en théorie, ces automatismes sont là pour te simplifier la vie. Et de fait, grâce à ton inconscient, tu peux vivre la conscience en quelque sorte un peu plus allégée, du moins en apparence. Parce que l'inconscient, c'est un peu comme un programme automatique par défaut. Et le fait d'automatiser des comportements, eh bien, ça peut se montrer limitant. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que l'on peut rester bloqué dans nos comportements. Parce que ce que tu n'exprimes pas, ce que tu refoules, ce que tu fais taire, ce que tu essayes de minimiser, ce que tu caches sous le tapis, eh bien, sache que ça continue à travailler activement, à vivre en toi, et même à s'exprimer par bribes dans ton quotidien, à ton insu. Et pas seulement, parce que ce que tu refoules détermine aussi, à moyen long terme, ton identité, tes choix de relations, tes comportements, ainsi que tes schémas répétitifs. Bon, vous savez pourquoi vous avez été interpellé et de quoi on vous accuse ? Oui, j'ai une vague idée. On m'accuse parfois d'être à l'origine des décalages entre ce que les gens veulent, pensent, disent, puis font. Il est très fréquent qu'ils aient d'anciennes pensées que j'ai programmées, mais qui entrent en conflit direct avec les nouvelles conditions de vie qu'ils veulent créer. Je voudrais clarifier. Moi, avec ma bibliothèque et mon système informatique, je fais mon max pour simplifier la vie des gens. En vrai, je n'impose rien. Je propose et ils disposent. Je ne fais pas des gens, de pauvres victimes ou encore des êtres irresponsables dénués de contrôle. Bien au contraire. Parce que la programmation que j'effectue, eh bien, elle se poursuit chaque jour en continu. Par conséquent, rien n'est figé. Avec chaque expérience qu'ils vivent au quotidien, j'en tire certaines conclusions et je stocke de nouveaux paramètres qui leur seront utiles, ou pas, à eux de voir, pour leurs futures actions et leurs futurs choix. Comme dit, moi je propose, je suggère, par automatisme. Ensuite, il leur revient de réfléchir puis d'agir en conscience. À chacun son travail. Et si notre responsabilité était de prendre conscience de nos mécanismes pour les améliorer et les mettre à jour plus on avance dans nos vies ? Allez, on en reparlera. Je te propose avant ça quelques exemples volontairement basiques que j'ai pu entendre récemment qui illustrent quelques manifestations de l'inconscient dans nos vies. J'aimerais arrêter de fumer, j'ai conscience que c'est néfaste pour moi, mais impossible de m'en séparer. L'inconscient serait à l'origine de nos conflits intérieurs. Quand ton inconscient te pousse à faire une action différente de celle que tu souhaites consciemment provoquer. C'est exactement ce phénomène d'opposition et de confrontation qu'on retrouve dans l'addiction à la cigarette, par exemple. Bien qu'un fumeur ait envie d'arrêter de fumer, il ne peut souvent pas s'en empêcher car c'est plus fort que lui. Et les ressorts qui le poussent à continuer sont profondément ancrés, car déterminés par une cause, un événement, un souvenir, un mécanisme, qui du coup pousse et maintient ce comportement pourtant caractérisé de nocif par le conscient. C'est véritablement l'inconscient qui maintient les comportements d'addiction en boucle. Je tombe toujours amoureux du même type de partenaire. L'inconscient déterminerait également nos choix de relations. On aime parler de coup de foudre, de loi des probabilités ou encore de destinée quand on rencontre l'homme ou la femme de sa vie, bien qu'on pense choisir son partenaire en toute conscience pour ce qui est des critères esthétiques ou moraux. Et c'est pourtant l'inconscient qui décide toujours, n'en déplaise à certains.
Il se trouve qu'on chercherait inconsciemment un conjoint qui a quelques similitudes à ce qu'on a connu, vécu, et notamment dans ce qu'on a intégré du couple parental, et même si celui-ci était tout à fait bancal. Et oui, l'amour serait même avant tout l'emboîtement de deux névroses. Et comme Freud l'explique, on ne cherche qu'à rencontrer ce qui existe déjà dans notre propre inconscient. Nous n'aspirerions donc qu'à retrouver du vécu, un sentiment familier. Apparemment, c'est prouvé. Une attirance sentimentale naît souvent d'une confrontation entre deux personnes qui se reflètent quelques images passées, des souvenirs, voire des sentiments déjà vus. Et cela n'aurait donc rien de magique ou de destiné. Cela serait expliqué par nos inconscients. J'ai la phobie des araignées et des clowns. Bon, comme dit, le rôle de l'inconscient est de tout mettre en œuvre pour protéger l'organisme et survivre. Cependant, il peut faire des erreurs et se tromper sur ce qui représenterait une menace. Et la phobie en est un bon exemple. Il n'y a, la plupart du temps, pas de raison rationnelle qu'elle se manifeste. Et pourtant, la peur qui en résulte est bien réelle et peut-être terrible. Et ces symptômes sont finalement devenus une habitude, à la manière d'une réponse conditionnée. Mais tout ceci trouve également son origine dans l'inconscient, sans quoi il nous serait facile de nous défaire de ces phobies. Ce que je n'exprime pas verbalement finit par s'exprimer à travers le corps, et parfois dans la douleur. La maladie ou le mal a dit est la voix de l'inconscient, de notre moi profond. En effet, les travaux de nombreux chercheurs ont démontré que les maladies, le mal-être, une addiction, un TOC, sont souvent des programmes biologiques de survie créés par notre inconscient. Et ils ont pour objectif initial de supprimer un stress ingérable que nous avons occulté. Et le développement de la neuropsychologie nous permet de comprendre pourquoi nos conflits psychiques se traduisent si fréquemment par des maladies psychosomatiques ou des douleurs physiques. En effet, le cerveau traite les mots exactement comme les sensations physiques. Une insulte est ressentie de la même façon qu'une gifle, par exemple. Se faire larguer du jour au lendemain est traité par le cerveau comme une douleur physique extrême. Et ces analogies expliquent aussi pourquoi, parfois, après un choc, un deuil par exemple, au lieu d'être malheureux, angoissé, triste, nous pouvons parfois nous sentir étrangement neutres, tout en nous mettant curieusement, quelques jours ou semaines après, à souffrir de migraines, d'insomnie, de toux, de difficultés de digestion, ou encore plein d'autres symptômes. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'un malaise ou une maladie existe, notre corps s'exprime et il tente de nous délivrer des messages. L'écouter, décoder ces messages d'alarme, permettent de mettre à jour ce qui a été tu, nié ou encore refoulé. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. C'est une citation de Carl Jung que j'affectionne particulièrement. On apprend dès notre plus jeune âge à adopter automatiquement des comportements, des croyances et des attitudes de base observées dans nos familles et milieux ambiants. Une fois programmé dans l'inconscient, tout ce qu'on a acquis sur notre parcours est interprété comme des vérités qui modèlent le comportement, notre biologie et notre potentiel toute notre vie. Toute notre vie ? En fait, non. Pas si nous trouvons une façon de nous reprogrammer. Et la bonne nouvelle, c'est que les programmations de notre inconscient restent totalement modifiables dans le temps. Yes, il est tout à fait possible de prendre conscience de ta programmation, si tu penses qu'elle te dessert par moments, qu'elle te bloque, ou qu'elle ne reflète pas réellement qui tu es, ni ce que tu veux au fond de toi. Bonne nouvelle! Pas besoin de passer des années sur le divan d'un psychanalyste pour s'ouvrir à l'écoute de ton inconscient. Car il existe tout un tas de pratiques et de thérapies brèves véritablement efficaces et éprouvées pour élargir ton champ de conscience, parler à ton inconscient et pourquoi pas le reprogrammer pas à pas, avec l'hypnose notamment. Alors rien à voir avec l'hypnose de spectacle. L'hypnothérapie mobilise les mémoires, les souvenirs enfouis et les ressources profondes de l'inconscient. L'hypnose, ça te met dans un état profond de relaxation, un état de veille, pendant lequel tu vas pouvoir t'exprimer librement. Là où la thérapeute utilise des métaphores pour guider ton inconscient et l'amener à trouver toi-même les solutions à tes problématiques. Et en séance,
Quand tu es en état de conscience modifié, tu peux accéder à des processus psychiques de ton inconscient, puis les reprogrammer. Bon, si tu es vraiment un geek, sache que les praticiens en hypnose amènent le cerveau à passer en activité delta et theta, qui sont ces basses fréquences qui rendent le cerveau plus influençable et programmable. À mon sens, l'hypnose reste la méthode la plus puissante et la plus efficace pour dialoguer avec l'inconscient. J'ai plein de questions pour toi. Pose-toi. Est-ce que cela t'est arrivé récemment de prendre rendez-vous avec toi-même? Avec ton conscient? Je veux dire, te poser des questions très simples sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ce que tu choisis ou ce que tu subis. Est-ce que tu te poses ces questions du style « Est-ce bon pour moi ? Est-ce que cela me rend heureux ? Est-ce juste pour moi ? Ou encore, est-ce que je fais de mon mieux ou est-ce que je pourrais faire les choses différemment ? Ai-je le choix ? Dis-moi, est-ce que tu écoutes et prends en compte tes envies d'ailleurs, tes envies que tu pourrais qualifier de folles ou de risquées, comme quitter ton travail ou pour effectuer une reconversion ou monter ta boîte ? Est-ce que tu comprends tes dilemmes amoureux alors que tu es déjà en couple, mais qu'une autre âme te trotte dans la tête depuis des années ? Est-ce que tu observes parfois tes choix, tes non-choix et les ressentis qui en découlent ? Est-ce que tu identifies ce que tu fais par habitude, par protection, par automatisme, par fainéantise ou peut-être par peur ? Est-ce que tu donnes de l'importance à ce qui te titille profondément, à ce qui te fait rêver et à ce qui t'excite secrètement ? Comment tu le gères ça ? Est-ce que tu l'archives ? Est-ce que tu le refoules ? Et si cela reste dans un coin de ta tête, qu'as-tu vraiment envie d'en faire ? Je pense que ça peut valoir le coup de mettre toutes ces choses-là à plat, parce que ça peut être un point de départ pour créer un dialogue conscient avec toi-même. Pour faire la lumière sur ce qui guide ta vie, eh bien tu peux aussi prendre des moments rien qu'à toi pour te mettre à l'écoute de ton bodyguard perso. En écrivant, avec par exemple un exercice personnel à faire, pourquoi pas, chaque soir ou plusieurs soirs par semaine en solo avant de dormir par exemple. En tenant un carnet de souhaits, en écrivant tes envies les plus profondes, tout ce que tu aimerais voir se réaliser dans ta vie. Tu sais, il est important de savoir ce que l'on veut vraiment réaliser consciemment pour ensuite le faire intégrer par l'inconscient. En visualisant, l'inconscient réagit particulièrement bien aux images. La visualisation est un excellent moyen de programmer son esprit avec des images positives et stimulantes. Pourquoi pas essayer de passer 10 à 15 minutes par jour, peut-être, avant de dormir, à visualiser des scènes positives qui te mettent en scène, toi et tes expériences de vie, ce que tu auras envie de voir se réaliser dans ta vie. En libérant la parole également, lors de rendez-vous ponctuels avec un ou une thérapeute, tu sais, ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec une personne à la neutralité bienveillante pour te permettre d'opérer des tris, faire la lumière sur des événements qui continuent à avoir une emprise sur tes comportements et tes choix. Tu sais, parler à un inconnu neutre peut te permettre de dépasser certaines barrières de l'ego pour te livrer avec le cœur et véritablement aller chercher des déclics salvateurs. Pour certaines personnes, libérer la parole peut suffire pour opérer des prises de conscience et avancer vers de nouveaux caps. Tu me diras, quel est l'intérêt de faire ça ? Et quel est l'intérêt de se mettre à l'écoute de son inconscient ? Eh bien, tout l'intérêt, c'est de se donner l'opportunité de reprendre une maîtrise plus consciente de ses souhaits véritables, pour mieux cheminer vers leur réalisation. Pour comprendre comment ton inconscient fonctionne à un moment de ta vie, il te sera sans doute bien utile de commencer à faire sérieusement connaissance avec toi-même, pour comprendre tes mécanismes et tes comportements. Prendre conscience de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Observer tes raisonnements, les relations que tu crées, celles que tu entretiens, celles que tu n'entretiens pas aussi. Ta manière de te sentir à l'intérieur versus ce que tu montres au monde, à l'extérieur. Parce que l'inconscient, cette boîte noire,
Tu l'auras compris, elle est véritablement la clé de ce qui se joue en toi. Elle est la clé de ta liberté personnelle. Ça mériterait bien un 2e épisode dédié au sujet. Mais d'ici là, je reste à ton écoute si tu as envie d'approfondir la question. Alors n'hésite pas à m'envoyer un petit mail à lafreudzone@gmail.com. Prends soin de toi, à bientôt.